Europe 1, 14h, 15h. On de la raconte. Cette histoire débute en 1897 dans la commune de Saint-Canut, au Québec. Ne cherchez pas sur la carte du Canada, le village n'existe plus. Il se situait sous l'actuelle piste de l'aéroport Mirabel de Montréal. Que vous dire de Saint-Canut à l'époque? À la fin donc du 19e siècle. Des petites maisons en bois, une école, une église, des ouvriers, des bûcherons, des paysans. Les autres sont tous partis pour suivre la ruée vers l'or et tenter de faire fortune aux confins de l'Amérique. Il ne reste plus que les gaillards, ceux qui acceptent les travaux pénibles et les hivers interminables. La vie à Saint-Canut dans ces années-là, la journée on travaille dur, le soir on picole, trop, à l'auberge du village, et le dimanche on va à la messe de Saint-Canut. En 1897, c'est la plus courue de la région. Et vous savez pourquoi? Parce que la paroisse a la chance de disposer d'un harmonium et de quelqu'un pour en jouer, et bien en plus. Cordelia Vio, c'est le nom de celle qui tient l'harmonium. Et d'ailleurs, la voilà, Cordelia Vio, puisqu'on est dimanche. Belle femme, brune, grande, un peu trop joufflue peut-être. Ah, elle a l'air un peu fatiguée. Elle est fatiguée en effet. C'est que cette nuit, elle n'a pas beaucoup dormi. Elle a veillé sur sa mère toute la nuit. Et elle est arrivée juste à l'heure pour la messe. Et elle n'a même pas eu le temps de passer chez elle. C'est qu'aujourd'hui, en plus de la messe, il y a un mariage. Elle ne peut pas se permettre d'arriver en retard. Ce dimanche 22 novembre 1897, quand la messe est finie, Cordelia Vio ne traîne pas. Elle rentre chez elle à grands pas et elle rêve déjà de la sieste qu'elle fera tout à l'heure. Après le déjeuner, pas avant bien sûr. Avant, il faut qu'elle prépare le repas pour son mari Isidore. Quand Cordelia arrive devant chez elle, elle s'attend à trouver son mari Isidore qui l'attend. Mais c'est bizarre, les volets sont fermés. La porte est verrouillée et quand elle frappe, personne ne répond. Elle va voir le voisin, Monsieur Bouvrette. « Vous avez vu mon Isidore, Monsieur Bouvrette ?»« Oh, je l'ai pas vu ce matin. Bah venez donc avec moi et apportez votre tournevis, on va faire sauter la porte. J'ai pas la clé. »« Tout de même, Cordelia, faire sauter la porte, ton Isidore est peut-être pas loin. » Mais elle insiste, elle pense qu'il est arrivé quelque chose à son mari. Alors le père Bouvrette s'exécute, il démonte la serrure, il pousse la porte et il entre dans la maison. Cordelia reste sur le pas de la porte, elle est livide. « Isidore! Isidore !» Pas de réponse. Et soudain, Bouvrette aperçoit Isidore affalé sur son lit, couvert de sang. Il s'approche, il est froid. Surtout que Cordelia ne voit pas ça. Il a été égorgé. Mais il faut quand même lui annoncer la nouvelle. « Hostie de calice de pourri! Mon Isidore! Mon Isidore s'est tué. Il m'en avait fait la menace, et à cette heure il a tenu parole. Il s'est tué, le malheureux. » Les cris de Cordelia ont alerté tout le village. Et en quelques minutes, ils sont tous là, y compris le curé et tous ceux qui assistaient à la messe. Et chacun, bien sûr, veut voir le mort de près et ça se bouscule pour accéder à la chambre. Un villageois se saisit même du couteau qui gît près du cadavre et le fait passer à son voisin, qui le fait passer à son voisin, qui le fait passer à son voisin. C'est le curé qui met fin à ce cirque. « Crissez le camp, vous autres !» Et c'est lui, le curé, qui envoie chercher le grand connétable du district. C'est lui qui, à l'époque, est chargé d'assurer l'ordre public. Il met un peu de temps à arriver, à cause de la neige. Mais le voilà, le connétable Brazo. Et à avoir sa tête, il est d'humeur fâcheuse. Dans la foulée, voici le coroner, le docteur Mignot. C'est lui qui va diriger l'enquête. Et à peine arrivés, les deux vont voir le maire pour s'entendre dire
Ben, je vois pas comment ce pauvre Isidore aurait pu se faire ça tout seul. Ça paraît clair. Mais c'est mieux de le dire. Le maire décide donc de réunir sur le champ un jury populaire, composé de 12 hommes de Saint-Canute, dont la moralité et l'intégrité ne font aucun doute, ce qui doit être à peu près introuvable. C'est comme ça qu'on fait à l'époque au Québec pour décider s'il y aura, oui ou non, un procès. Et autre particularité du système judiciaire canadien de l'époque, le connétable Brazeau mandate un détective privé, Peter Kenneth McCaskill, de l'agence Canadian Secret Service. Et quand il arrive de Montréal, il est déjà au parfum de l'affaire qui fait la une de tous les journaux. Le soir même, tout le monde, le connétable, le coroner, le détective privé, le maire et les 12 membres du jury se retrouvent dans la maison du crime face à Cordelia Viau, qui est à peine visible d'ailleurs, derrière sa mantille et qui inonde son mouchoir de larmes. Cordelia, racontez-nous ce qui s'est passé. Et elle se met à raconter, en commençant par la veille de la mort d'Isidore. Samedi matin, vers 7 heures, mon mari et moi, on s'est levés. J'ai préparé le petit déjeuner. Je me suis aperçu qu'Isidore, il avait saisi une bouteille et malgré l'heure, il a bu plusieurs verres. Il était abattu. Il m'a dit qu'il avait des misères pendant la semaine et qu'il voulait se remettre. Elle dit que plus il buvait, plus il devenait triste et qu'il pleurait presque et qu'à un moment, il a dit qu'il voulait en finir. Il n'a pas voulu aller à la messe avec moi. Après la messe, mon ami Sam Parslow, avec qui je chante la messe, est venu déjeuner. Avec mon mari, ils ont pas mal bu. Ils ont bu de la bière et du gin. Mon mari avait beaucoup d'avance, il était saoul. Il est allé se coucher. Elle dit qu'ensuite, elle est allée jouer les vêpres avec Sam Parslow et qu'après, elle lui a demandé d'atteler sa jument pour aller visiter sa mère. J'ai demandé à Sam de rester le soir chez moi pour veiller sur mon pauvre Isidore. L'alcool lui donnait de mauvaises idées. Sam, il n'a pas voulu. Le lendemain, je suis arrivé juste à l'heure pour la messe et après, j'ai découvert Isidore, mort, rentrant chez moi. Et à qui attribuez-vous le meurtre de votre mari? À lui, pardi. Elle prétend donc que c'est un suicide. Et si vous aviez été présent à cette audience, vous auriez remarqué que ce soir-là, les membres du jury avaient tous un sourire en coin. Ils ne l'ont pas cru. Ils ne l'ont pas cru une seule seconde. Il faut que je vous dise quelque chose. Cordelia pense que les gens du village l'aiment bien et qu'ils seront bienveillants avec elle. Tu parles? En vérité, les gens ne l'aiment pas. Et ils se demandent d'ailleurs ce qu'elle fait ici, à Saint-Canute, dans ce trou. Elle qui sait lire, et puis compter, et jouer de la musique. Les gens d'ici ne savent ni lire ni écrire. C'est pour ça qu'ils restent. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fiche là? Hein? C'est vrai qu'elle est née pas loin, à Sainte-Scolastique. Son père cultivait du tabac, ça rapporte. C'est pour ça qu'elle est allée à l'école. C'est pour ça qu'elle sait lire. La musique, elle l'a apprise plus tard, à l'adolescence. Et Isidore, alors, son mari, comment l'a-t-elle trouvé? Elle l'a trouvé sur le tard, à l'âge de 24 ans, de justesse, quelques mois avant de coiffer Catherinette. Isidore, quand elle l'a connu, il avait 10 ans de plus qu'elle. Au début, ils se sont installés à Saint-Canute. Et puis, comme Cordelia étouffait un peu, ils sont allés en ville, à Montréal. Ah, la ville! Ça lui plaisait bien, à Cordelia. Les gens étaient moins cancaniers, plus cultivés. Elle pouvait parler politique, musique. Ah, ça changeait des gens du village. Seulement voilà, à Saint-Canute, il y en a un à qui elle manquait. Un. Le curé. Il n'y avait plus personne pour jouer de l'harmonium dans son église. Il y avait moins de monde à la messe. Alors il lui a écrit une longue lettre pour lui demander de revenir. Et il a promis du travail à Isidore et elle s'est fait avoir. Elle est revenue pour l'harmonium. Mais ce que va démontrer l'enquête, c'est que depuis,
elle s'ennuyait ferme. Elle regrettait la ville, et comme avec Isidore, il n'arrivait pas à avoir d'enfants, ça n'arrangeait rien. Alors elle s'est vengée sur les beaux habits, sur le maquillage, sur les sacs à main, sur les écharpes. Et Isidore, même s'il acceptait tous les travaux qu'on lui proposait, il ne gagnait pas assez. Alors figurez-vous qu'en 1895, pour payer les robes de madame, Isidore s'est exilé en Californie. Il s'est mis à chercher de l'or, sauf que c'était 30 ans après la ruée vers l'or. Il n'a pas trouvé grand-chose, en tout cas pas assez pour satisfaire les besoins de madame. On a retrouvé une lettre qu'elle lui avait envoyée aux États-Unis. « Tu sais que nous avons besoin d'argent. Je voudrais que tu me fasses plaisir. Tu sais qu'il faut forcer un coup pour sortir du trou. » Mais ce que découvre le connétable, le coroner et le détective au cours de leur première journée d'enquête, c'est que pendant qu'ils se tuaient à la tâche dans les mines de Californie, il semble que Cordelia ait pris du bon temps. Sam Parslow, le vieil ami d'Isidore. On le voyait beaucoup à cette époque-là chez Cordelia. Elle prétend qu'il faisait chez elle de menus travaux, du bricolage. Mais les gens, vous savez comme ils sont, hein? Ils disent que pour bricoler, ça bricolait. Et d'ailleurs, lors d'un bal en septembre 1895, on les a vus s'embrasser. Oui, madame. Sam Parslow et Cordelia Viau s'embrasser devant tout le monde. Les gens en ont été tellement choqués que beaucoup sont partis. Le bal s'est terminé en jus de boudin. À dater de ce bal, pour les gens du village, Cordelia est devenue une agace-pissette, une aguicheuse, autrement dit. Et vous savez qui a prévenu Isidore des errements de sa femme? Le curé. Il lui a écrit « Cher monsieur, revenez tout de suite ou bien faites monter votre femme près de vous immédiatement. » Mais l'autre n'est rentré que 6 mois plus tard. Un temps, il a travaillé dans le coin, à Saint-Canute. Et puis, pour gagner plus, il est allé à Montréal. Et Cordelia est restée seule à Saint-Canute. Enfin seule, il y avait Sam. Et Isidore était bien content que Sam veille sur sa femme. Son vieux copain Sam. Vous les avez là, pile là, les signes annonciateurs du meurtre, dans le mensonge de ce trio. Ce qui n'empêche pas Cordelia de pleurnicher dans une lettre à sa sœur. Vous êtes toujours plus heureux que nous autres. Vous êtes chez vous et vous travaillez à la chaleur. Mais nous autres, je crois qu'il nous manque rien pour éprouver la misère. À cette époque-là, Isidore, qui travaille toujours à Montréal, il fait peine à voir. Il est voûté, il est épuisé, il a sale tête et il enquille les jeans du matin au soir. Quelques semaines avant sa mort, il écrit à sa femme. « Je vois bien qu'il n'y a plus de bonheur pour moi sur cette terre. Il me reste plus qu'à demander à Dieu de venir me chercher. Au plus vite. Je suis complètement découragé. Démonté. » Voilà donc l'histoire, toute l'histoire, que Cordelia vient de raconter au connétable, au coroner, au maire et au jury qui sont venus l'interroger chez elle. Si on résume, c'est l'histoire d'un homme qui voulait se suicider. Et quand elle a fini de parler, les voilà tous qui se mettent à lui poser des questions. « Dites donc, Cordelia, vous auriez pas envoyé un baiser à Sam Parslow lorsqu'il passait devant chez vous ?» Elle jure que non. « Vous connaissez le couteau que nous montre le coroner ?»« Oui. Oui, ce couteau m'appartient. » Sam Parslow est à son tour appelé à se défendre devant le jury. « Ah, mais moi je suis pas l'amant de Cordelia, moi !» Mais pour le reste, il confirme la version de Cordelia. Il dit qu'il a laissé Isidore complètement bourré la veille, vers 18h, et qu'il ne l'a pas revu depuis. Les légistes rendent leur rapport, et je lis. « Il est impossible que le défunt ait pu se donner lui-même des coups de couteau. Il a vraisemblablement été surpris dans son sommeil, il s'est redressé
et a d'abord été touché au menton avant de recevoir un coup mortel au cou. Donc c'est un meurtre. Et c'est bien ce qu'a compris le jury qui annonce: d'après les rapports et les médecins et les témoignages entendus, Isidore a été assassiné. Nous considérons que Cordelia Vio et Sam Parslow sont responsables de sa mort. Les deux amants sont arrêtés et envoyés en prison en attendant leur procès. Il y en a un qui n'est pas encore passé à l'action dans cette enquête. Le détective privé McCaskill de l'agence Canadian Secret Service de Montréal. C'est une étrangeté du système canadien de l'époque. L'État, en plus de l'enquête du coroner, peut faire appel à un détective privé. Et celui-là, McCaskill, se fait fort de faire craquer Cordelia. Eh bien qu'il essaye. Il est là pour ça. Deuxième étrangeté, il décide de l'interroger, flanqué d'un journaliste du quotidien La Patrie. Il n'a pas besoin de la secouer beaucoup. Elle vient d'un coup. C'est Sam Parslow qui a tué mon mari. Il avait acheté pour ça un revolver. Mais moi, j'étais pas d'accord. Ça fait trop de bruit. On allait se faire prendre tout de suite. Et puis la semaine dernière, il a aiguisé un couteau en disant « Je vais te débarrasser de lui, quand bien même je perdrai ma tête. » Le détective, évidemment, a peur qu'elle revienne sur ses aveux, qu'elle ne veuille pas confirmer ce qu'elle vient de dire. Alors il la cajole. C'est bien malheureux de voir une belle femme comme vous enfermée dans une cellule étroite et noire. Je vais vous conduire dans une belle chambre, dans un salon. Manière de dire que si elle confirme, elle n'ira pas en prison. Ce qui est un léger mensonge, voyez-vous, mais qui est une manœuvre efficace. Le détective McCaskill conduit immédiatement Cordelia Vio chez le juge. Et ça va vous faire rire. Le coroner et le connétable, figurez-vous, se cachent derrière un paravent. Ils entendent tout, on ne les voit pas. Et tout se passe pour le mieux. Dimanche, après les vêpres, vers 4 heures, j'étais à la maison. Sam est entré avec le couteau dans la chambre où était mon mari, qui était bien saoul. Je suis parti avant tout ça, je l'ai pas aidé. Le lendemain, les aveux de Cordelia se retrouvent sous la forme d'une interview exclusive à la une du quotidien La Patrie. Sam Parslow et Cordelia Vio sont les auteurs du crime. Comment le coroner et le détective ont obtenu les aveux. Et le journaliste va feuilletonner les aveux de Cordelia auxquels il a eu le privilège d'assister. Il en lâche un peu tous les matins. Par exemple, un matin, il révèle qu'elle était bénéficiaire de 2 polices d'assurance sur la vie. Si Isidore venait à mourir, elle touchait $2000. Un autre jour, il révèle que finalement, elle n'était pas loin quand Sam l'a tuée. Je crois que la bataille a commencé au fond de la chambre, près du bureau. J'ai entendu des bruits de bottes sur le plancher, mais j'ai pas entendu de cris. Sam Parslow, à son tour, est interrogé par le juge. D'abord, c'est pas moi qui ai parlé de tuer Isidore. Elle a toujours été après moi pour que je le tue. Depuis le jour de l'an. Elle avait dans l'idée de me le faire amener sur une route isolée pour que je puisse le tuer en chemin. Puis le dimanche en question, on a été dans la chambre. Le couteau était sur le bureau. Je l'ai pris et elle m'a dit « Tue-le, mais tue-le donc, Alice !» Alors je l'ai frappé une fois, et puis je me souviens de rien. J'étais bien excité. Donc, Cordelia aurait été plus active dans le crime qu'elle a voulu le reconnaître. Elle l'a remonté comme une pendule, et elle était dans la chambre pour dire « Allez, tue-le, tue-le !» Le 17 janvier 1898, Cordelia Vio comparaît devant les assises de Sainte-Scolastique. Seul, Sam Parslow sera jugé plus tard. Les 5 hôtels de la ville affichent complet. Cordelia Vio est défendue par Maître Leduc, qui est un grand plaideur de l'époque, et qui est aussi journaliste à ses heures. Appréciez le mélange des genres. La parole est au coroner.
Il décrit le corps d'Isidore tel qu'il l'a découvert en pénétrant dans la chambre. Il avait le cou coupé jusqu'à la colonne vertébrale, d'une oreille à l'autre. Il m'est impossible de dire que le défunt s'est suicidé. La blessure à la main gauche indique qu'il y a eu lutte. Le défunt a dû saisir le couteau de son agresseur et la lame lui a coupé la main. Et il ajoute: j'ai vu sur le plancher l'empreinte d'une chaussure de femme. Je l'ai bien examinée. J'ai comparé les chaussures qu'il y avait dans la maison avec cette empreinte et elle me paraît faite par une chaussure de femme très délicate et pointue. On exhibe alors un morceau du plancher avec l'empreinte du soulier de femme. L'avocat de Cordelia a beau rappeler que la scène de crime a été polluée par des dizaines de villageois qui sont venus voir. Personne ne l'écoute. Le grand sujet de ce procès, c'est le mobile supposé de Cordelia et de son amant Sam. L'assurance sur la vie qu'avait souscrite 4 ans plus tôt Isidore. Auprès de la Standard Life, 2000 $ canadiens pour madame si monsieur vient à mourir. Et pour l'époque, je vous le dis, c'est une énorme somme. Un inspecteur de la compagnie d'assurance est appelé à la barre. Et il arrive avec une lettre qui ne va pas arranger les affaires de Cordelia. C'est une lettre qu'elle lui a écrite 11 mois avant le meurtre. Et cette lettre, il la lit devant la cour. Mon mari me demande s'il venait à mourir de n'importe quelle mort, se faire tuer de n'importe quel accident ou être empoisonné. Les gens nous disent qu'on ne sera pas payé. Il me semble que vous m'avez dit que je serais payé pour n'importe quelle mort. Voilà une lettre qui sonne comme un aveu, non? Et qui révèle un mobile parfait. Les 2000 $ de l'assurance sur la vie. Les aveux maintenant. La défense veut tenter de prouver qu'ils ont été extorqués, arrachés par le détective McCaskill. L'avocat de Cordelia fait venir la sœur de Cordelia à la barre. Tout le monde le sait. Ils l'ont emmenée hors de la cellule en lui demandant de parler. Le détective lui a fait croire qu'elle serait peut-être libre, le soir même, en avouant la vérité. Ses confessions ne valent pas tripette. Mais ça n'est pas ça qui va introduire un léger doute dans la tête des jurés. C'est le témoignage d'un certain Joseph Legault, un habitant de Saint-Canut. Il prétend avoir vu de la lumière chez Cordelia à 1 h du matin. Il dit qu'il s'est fait la réflexion en passant devant la maison. « Oh, ça va être tard ce monde-là, ça fait la fête !» Qui pouvait être là à 1 h du matin, à l'heure où Isidore était censé être déjà mort? Ça n'est pas Sam Parslow, il était chez son frère. Ça n'est pas Cordelia, elle était chez sa mère. Alors qui? La lumière ne s'est pas rallumée. S'ensuivent 2 heures de délibération. Et à 4 heures de l'après-midi, le président du jury s'apprête à annoncer le verdict.
Dehors, il y a un monde fou, plusieurs milliers de personnes. Et dans la salle, il y en a qui ont des cordes à la main et qui crient « On va te pendre, ma maudite! On va te pendre !» Et le verdict tombe. Cordelia Vio est coupable. Et Cordelia s'effondre en larmes. Et les avocats font appel. Verdict identique en appel. Cordelia Vio est définitivement condamnée à la pendaison. Sam Parslow, bien sûr, est jugé à son tour. Et il est condamné lui aussi à être pendu. 25 jours avant son exécution, Cordelia écrit une lettre à Lady Minto, l'épouse du gouverneur général du Canada. « Madame, c'est de ma prison et à genoux que je vous écris. La justice de mon pays m'a trouvé coupable du meurtre de mon mari. J'attends actuellement derrière les verrous l'heure terrible de monter sur l'échafaud. J'aimais mon mari. Oh oui, je l'aimais. Mais dans un moment d'une cruelle aberration, je me suis laissé par des promesses et sous l'influence néfaste d'aveugles passions, j'ai laissé commettre l'horrible tragédie. Vous êtes femme, et c'est à votre cœur de femme et de mère que je m'adresse. Je ne mérite pas, je le sais, grande compassion. Mais au moins ne pourriez-vous pas trouver dans un coin de votre cœur une parcelle de pitié pour la plus malheureuse des femmes. Le 10 mars 1899, Cordelia Vio et Sam Parslow sont pendus ensemble, dos à dos, sous le préau de la prison de Sainte-Scolastique, devant des milliers de personnes. On a vendu les places au premier rang à prix d'or. Et vous savez ce que font les gens? Après, ils vont leur arracher des cheveux et des morceaux de vêtements en souvenir. Et on dit que Rockefeller, le milliardaire américain, en a acheté deux cheveux de Cordelia Vio. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.